Bien, bonjour à tous et à toutes, et merci de m'accueillir parmi vous dans ce lieu impressionnant, et votre présence aussi est impressionnante. Et je vais essayer de tenir le temps et l'image en attendant qu'elle parvienne à l'écran, de façon à ce que vous puissiez suivre mon exposé à l'aide du conducteur que j'ai prévu. Donc nous allons incessamment sous peu, comme toute bonne technologie qui résiste, vous savez, les technologies résistent aussi, mais on va parler aussi des résistances de l'école. Rassurez-vous, nous sommes tous un petit peu résistants dès lors qu'il y a un peu de changement, mais voilà, c'est parti, c'est lancé. Ah, c'était lancé, mais c'est revenu, ça arrive parfois, et voilà. Alors ça, vous voyez, c'est exactement comme pour l'orateur, il faut du rafraîchissement. Rafraîchissez l'écran, réinitialiser, de temps en temps il faut le faire. C'est parti, nous allons commencer. Donc, à nous d'attaquer aujourd'hui, voilà les différentes étapes que nous allons franchir, de l'omniprésence du numérique dont je vais parler, si je vais me permettre d'approfondir un certain nombre de propos de M. Slag, et puis nous allons aller jusqu'à de nouveaux espaces d'apprenance. J'appelle ça des espaces d'apprenance à repenser, car l'une de mes thèses aujourd'hui que je défends, c'est que le modèle actuel de l'école n'est plus opérant et qu'il faut construire dans les 50, 60 années à venir un autre modèle qui doit être structurant, mais qui ne doit pas s'inspirer effectivement de ce qui a été les fondements de l'école qui ont été très utiles à un moment, mais qui aujourd'hui se trouvent mis en difficulté par le numérique. Alors nous allons essayer d'y aller. Voilà, c'est parti. Tout de suite, alors je vais agrémenter mon propos de temps en temps d'images comme celle-là, qui essayent de porter du sens. Ceci, c'est pour évoquer l'omniprésence du numérique et les conséquences que ça pourrait avoir sur nos cathédrales si on les construisait maintenant. Alors, l'omniprésence du numérique, c'est d'abord une question de miniaturisation. C'est aussi une question de facilitation. Vous savez, quand vous avez découvert le smartphone, vous vous êtes senti intelligent d'un seul coup. Vous pouviez faire des fonctions sans avoir besoin d'apprendre. Lorsque vous prenez une tablette, c'est pour ça que ça séduit tout le monde, c'est extraordinaire, il n'y a même pas besoin de mode d'emploi sur une tablette. C'est intuitif, c'est facile. Alors, on est arrivé aussi à l'incorporation. Pour l'instant, c'est dans la poche. Bientôt, ce sera peut-être sous la peau. D'ailleurs, certains l'envisagent déjà. Nos collègues des neurosciences le savent bien. On réfléchit quand même à des implants dans l'organisme pour justement faire du lien. C'est aussi la multiplication. Multiplication au sens où il y a une multiplication de la puissance, il y a une multiplication de la présence, il y a une multiplication des formes d'objets. Et en même temps, il y a une convergence qui est paradoxale, c'est que en même temps, on multiplie ces appareils-là, mais en même temps, dans ces appareils-là, vous avez 25 à 30 autres appareils qui sont contenus dedans. De la boussole au GPS, en passant par le réveil matin que nous utilisons désormais. Ensuite, il y a évidemment la massification. Massification parce que, vous savez, le projet de l'école, c'était la démocratisation du savoir. Eh bien, le numérique réussit aussi aujourd'hui par des prix très faibles et par une diffusion mondiale. On raisonne à l'échelle de, par exemple, l'autre jour, je lisais un article sur les nouveaux arrivants sur le marché des smartphones. Ils nous annoncent, pour rentrer sur le marché des smartphones actuellement, il faut en vendre 100 millions dans l'année. 100 millions. Quelle masse ça représente à l'échelle de l'humanité, même si évidemment ça ne représente pas toute l'humanité, mais imaginez un peu les échelles auxquelles on est. Donc on est dans une multiplication, on est dans une massification, on est aussi dans une démocratisation, mais démocratisation sur laquelle il faudrait mettre un point d'interrogation, parce qu'elle est toujours interrogée, parce qu'il y a un mythe derrière qu'il faut questionner. Et puis il y a bien évidemment la question de l'information. Et cette question de l'information, c'est le fait qu'aujourd'hui aussi, on en a parlé dans la présentation, on nous parle d'information. Je reviendrai tout à l'heure sur le terme parce qu'à mon avis, il est trop galvaudé et le monde de l'informatique donne un sens à l'information et nous donnons un autre sens à l'information dans le quotidien, sans parler du terme communication, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, à nouveau, quelques photos pour illustrer un petit peu cette omniprésence et pour vous montrer que les grands-parents et les petits-enfants, la petite fille qui est en bas à gauche a 1 an et elle est déjà tout à fait au fait des technologies. Et cette petite fille que je voyais encore récemment, parce que c'est ma petite fille, aujourd'hui a compris les gestes fondamentaux. Vous savez, il y a des gestes fondamentaux, il y a ça, vous les connaissez tous comme moi d'ailleurs. Hein, d'accord ? Alors, cette omniprésence questionnante, elle est... D'abord, elle questionne les formes de relation à l'autre. Alors, ce n'est pas hiérarchique ce que je vais vous donner là, mais c'est un ensemble d'éléments. Les formes de relation à l'autre. Comment je me relie. Elle transforme aussi
les manières d'accéder à l'information, mais ça c'est un truisme, quand vous êtes confronté à un petit problème avec un objet que vous venez d'acheter, vous aimeriez bien avoir un coup de main, et que vous allez sur Internet, je ne suis pas certain que ce soit aussi facile à trouver cela, alors que la conférence d'un professeur vraiment absolument exceptionnel sur Internet, vous allez la trouver tout de suite. Mais la solution à votre problème pour monter l'interrupteur que vous venez d'acheter, c'est pas certain. Hein. Donc l'information, ça pose des problèmes. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on appelle les mobilités élargies et augmentées. C'est-à-dire que dans notre vie quotidienne, nous avons, alors quand on parle de la mobilité, on parle souvent de la mobilité géographique, mais il y a plein d'autres mobilités, et en particulier l'intérêt du numérique, c'est de nous offrir des mobilités auxquelles nous n'avions jamais accès. Je peux voir immédiatement et choisir de le voir et pas le subir comme avec la télévision, quelque chose du monde entier, directement. Alors qu'avec la télévision, il fallait que j'attende que la chaîne de télévision veuille bien m'expédier l'information. Il y a aussi la surcharge infocommunicationnelle qui pose problème. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où, justement, la communication supplante l'information. Et qu'elle est même enfouie, la communication efface, je dirais presque, encapsule l'information. Donc il faut chercher dans la communication l'information. Et ça, c'est pas simple, c'est une difficulté. Alors, il y a évidemment aussi ce que j'appelle l'opaque transparence des algorithmes. Nous avons perdu la main, pour ne pas reprendre le fameux aphorisme de Michel Serres qui est « nous avons perdu la tête », moi je dis « nous avons perdu la main », c'est-à-dire que nous ne maîtrisons pas parce que les algorithmes maîtrisent à notre place. Plusieurs humoristes se sont emparés du GPS et de la fameuse voix du GPS pour nous faire comprendre combien nous avions perdu la main. Et dans des discussions récentes avec tel ou tel, on a pu voir qu'on s'était perdu grâce au GPS, alors qu'une bonne boussole nous aurait rendu largement service, même dans une grande ville. Ce qui fait que finalement, ce sont les formes de la culture et de la consommation qui changent en lien avec ce numérique.